plaisir de l'accueillir à nouveau et elle va continuer, sur ce grand thème et elle va cibler particulièrement 2 problématiques. La première, il s'agit des sources d'éducation sexuelle et de leur impact sur les comportements. Schématiquement, heu, la vision que nous avons de la sexualité va influer notre vie sexuelle. Et puis, le deuxième thème, ce sera réussir ses relations. Parce que certaines personnes ont eu déjà une relation dont elles ont fait le deuil ou pas, et elles aimeraient construire, une nouvelle relation et suivant comment la relation s'est terminée, il n'est pas facile de reconstruire une nouvelle parce qu'il y a peut-être des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées et avec Darlène, nous allons voir, ces différentes problématiques. Alors, ce que nous vous proposons, c'est que cela puisse se faire en 3 parties. Une première partie, où Darlène va exposer la situation. Une deuxième partie où nous allons nous retrouver en atelier pour discuter de cela et puis une troisième partie avec, une foire aux questions. Bien évidemment, ces 3 parties seront répétées pour les 2 thèmes que je vous ai cités précédemment. Donc Darlène, je te laisse tout de suite la parole. Merci Jean, merci pour ton invitation à toi et aux 2 ministères qui sont représentés cet après-midi. Et merci aussi à tous ceux qui sont connectés. Ravi d'être avec vous de nouveau pour ce thème que j'estime être très important et déterminant plus qu'on aurait pu le penser dans nos interactions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient personnelles ou même professionnelles. Et il est important, je pense, au niveau de notre communauté, de pouvoir effectivement faire tomber les masques et parler de sexualité. Et c'est vrai que cet après-midi, le premier sujet que nous allons aborder, ça sera les sources d'éducation sexuelle. Et nous verrons comment ces sources, selon l'endroit où on va puiser l'information, l'impact sera directement lié à non seulement notre comportement sexuel, mais aussi et surtout à notre représentation de la sexualité. Et forcément, cette représentation, elle va impacter le comportement que l'on va aborder lorsque l'on sera effectivement dans une relation, lorsque nous serons dans un couple ou autre manière d'être dans la relation sexuelle. Alors, lors de notre précédente émission, j'avais posé la question d'emblée, c'était pour pouvoir identifier la perception que l'on avait de la sexualité. Et je me rappelle que il y avait quand même une amalgame qui était faite par rapport à la sexualité, parce que lorsque j'avais interrogé d'emblée, on renvoyait immédiatement la sexualité à l'acte génital. Et forcément, qui dit acte génital, dit aussi imaginaire érotique. Et nous avions donc convenu, et j'espère, puisque c'était quand même l'objectif que je voulais atteindre la dernière fois, que la sexualité n'est pas d'emblée un acte érotique, n'est pas d'emblée un acte génital, mais surtout, hein, on s'était rendu compte que cela est d'autant plus vrai si on tient compte du fait que la sexualité accompagne toute la vie, c'est-à-dire d'un individu, donc de sa naissance jusqu'à sa mort. Et si on tient compte du fait qu'un nourrisson, un bébé, un enfant n'est pas dans la recherche du plaisir dans le cadre de la sexualité et qu'il est plutôt animé, on va dire, par cette découverte de son corps, nous comprenons donc que nous ne pouvons pas réduire l'expression sexualité à ce rapport au corps et ce rapport au plaisir. Voilà, donc ça, c'était très important pour moi la dernière fois pour qu'on puisse bien savoir de quoi on parle. Et d'ailleurs, c'est cette dimension de la sexualité, on va dire, qui n'est pas pleinement génitale ou uniquement plutôt génitale, que nous allons mieux comprendre pourquoi la sexualité, en fait, c'est réellement un cadeau divin, quelque chose de sain, quelque chose de noble, d'agréable et de beau. Et cette, on va dire, évidente corrélation
elle doit être prise en compte dans notre comportement sexuel. Donc, si je développe ma sexualité de toute façon en apprenant à découvrir mon corps, cela signifie que je dois, dans tout état de cause, être dans une dynamique où je dois m'approprier mon corps. Et c'est pour cela que ne pas génitaliser la sexualité est indispensable. Donc, s'approprier son corps. Cela signifie que je suis conscient ou consciente de m'approprier d'un bien. Et si je m'approprie d'un bien, cela signifie qu'il y a déjà un propriétaire. Un propriétaire qui veut bien me le concéder pour que je puisse devenir à mon tour responsable de ce corps. Donc, devenir propriétaire de ce corps. Cela est important et il faut prendre une prise de conscience par rapport à là pour voir notre degré de responsabilité. Et ce degré de responsabilité doit nous amener à faire attention aux personnes que nous laissons rentrer dans notre propriété, autrement dit, dans notre corps. Maintenant, quand nous avons un bien, c'est vrai, nous avons la liberté de le garder pour en prendre soin soi-même, avec la personne que nous voulons qui nous aide à en prendre soin. Nous avons aussi la possibilité de louer ce bien. Quand on va parler de location, effectivement, il y aura un turnover successif. L'idée, c'est par rapport à mon corps, quelle attitude j'adopte? Qu'est-ce que je veux pour ce corps dont on m'a donné la propriété? Est-ce que je veux le louer? Autrement dit, des entrées-sorties permanentes? Ou tout simplement, est-ce que je veux m'approprier de ce corps pour pouvoir choisir, faire un choix définitif de qui je fais rentrer dans ma propriété? Donc, j'ai bien dit, on va s'approprier effectivement notre corps, mais pour s'en approprier, il est important, pour bien le préserver, le conserver, que nous puissions aussi apprendre à l'aimer. Et si j'apprends à aimer ce corps dans ma sexualité, donc ça veut dire que je ne suis pas encore en rapport avec un autre, vraiment dans ma sexualité à moi, si j'apprends à l'aimer, cela suppose que je pourrai que mieux le respecter. Et cet aspect respect et amour vont s'exprimer, comme en général, par une attitude de protection pour pouvoir protéger l'objet aimé dans son état le plus noble que possible. Donc, je vais tout faire pour éviter de l'exposer à des nuisances, des dégénérescences ou encore à des dégradations. Vous savez, dans son étymologie même, je m'arrête sur le mot dégradation parce que ce mot signifie tout simplement descendre d'un grade. Autrement dit, quand je développe ma sexualité, cela signifie vraiment que lorsque je m'approprie mon corps, je suis euh, un responsable, un propriétaire responsable, et toute cette responsabilité qui m'a été confiée par le constructeur même de ce corps, cela signifie qu'il y a une notice pour son bon fonctionnement qui m'a été donnée de toute façon par le propriétaire. Ensuite, quand je développe ma propre sexualité, cela signifie que si j'aime ce corps, je dois forcément le respecter. Je dois pouvoir le respecter pour que mon rôle en tant que propriétaire m'amène à le bonifier, à l'amener vers un état, j'ai envie de dire, meilleur et accroître dans tout état de cause la valeur de ce corps. Mais je ne dois pas le faire descendre de grade en l'exposant à tout et à tous. Donc, la première prise de conscience quand on va parler de sexualité, c'est-à-dire que je n'entre pas dans un acte génital immédiatement. J'apprends à m'approprier mon corps, donc récupérer cette responsabilité que me donne son propriétaire initial. Ensuite, respecter ce corps. Et le respect de ce corps ne viendra que si j'ai appris à l'aimer. Cela est important parce que si moi, je ne respecte pas mon corps, j'aurai du mal à permettre aux autres de le respecter. Donc ça, c'est indispensable
dans notre perspective de notre sexualité. Aujourd'hui, nous avons, donc j'ai juste fait la synthèse de la dernière fois, et aujourd'hui, nous allons aborder la sexualité de manière beaucoup plus factuelle. Autrement dit, nous allons tenir compte des faits pour pouvoir avancer. Maintenant, quand je m'arrête à cette analogie que je viens de faire entre propriétaire, corps, je me pose une question. Pourquoi, dans la théorie ou en théorie, cette association d'idées, d'objets semble si évidente et simple, alors que dans les faits, nous assistons à une scène bien différente pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce qui fait que lorsque l'on interroge sur la sexualité, par exemple, on va entendre rapidement les mots ou les expressions suivantes. Si on dit qu'est-ce que la sexualité, on entendra rapport sexuel, acte charnel, rôle de chacun dans un rapport sexuel, devoir conjugal, normalité en termes de fréquence. On va entendre aussi normalité en termes de taille de sexe, normalité en termes de performance. Mais à cette question, j'entends rarement une réponse du type « la sexualité, c'est un corps dont j'ai la responsabilité morale et éthique ». Et c'est pour cela qu'il faut s'éduquer et se dire que cette responsabilité morale et éthique va porter la finalité, en fait, de mon action. Finalité qui sera conduite par une question essentielle. Que dois-je faire? Immédiatement, à cette question, va donc se développer un équilibre sur deux axes. Premièrement, ce que je fais par devoir, donc je prends mes responsabilités par rapport à ce corps, et bien sûr, là, on sera dans l'ordre de la volonté. Et deuxièmement, ce que je fais par amour pour garder l'intégrité de ce corps. Et là, on est bien sûr dans l'ordre du sentiment. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi il est indispensable d'aborder la sexualité d'abord avec soin, découverte, appropriation, amour, pour pouvoir développer le respect pour soi avant d'aller chercher un autre. Avant d'aborder la sexualité, on va dire en termes d'actes sexuels, il est important, ou encore dans la recherche du plaisir, il faut être à l'aise avec sa propre sexualité. Parce que si je suis dans la seule recherche du plaisir sans savoir que j'ai un devoir de responsabilité envers mon corps, tant en termes de morale que d'éthique, dès qu'une porte va s'ouvrir pour le plaisir, je vais rentrer, tout simplement. Et pour en ressortir, ou à chaque fois que je vais en ressortir, j'en ressortirai que plus brisé, réduit au néant, c'est-à-dire réduit à rien du tout. Et nous savons que sortir d'une relation difficile, douloureuse, ou encore dans des rapports sexuels à tout va, peut nous détruire. Aujourd'hui, un constat est fait, c'est que la sexualité est malheureusement que l'on nous présente, que la société nous présente, est réduite uniquement à la chose sexuelle. C'est-à-dire que notre représentation de la sexualité, elle est forcément déformée et pour cause. C'est ce que nous voyons au quotidien, c'est ce qui nous est présenté dans les médias, qu'ils soient audio, qu'ils soient vidéo, qu'ils soient papier, écrit. C'est ce qui nous est présenté de la sexualité, même dans les publicités d'ailleurs. Donc, cela est tout à fait normal que notre perception, notre représentation de la sexualité soit déformée et que lorsqu'on en parle, on la voit comme étant comme quelque chose de sale, de mauvais, alors que c'est un cadeau merveilleux que Dieu a fait à l'homme et la femme pour se rencontrer. Donc, les questions qui abordent la sexualité, c'est vrai qu'elles sont indispensables dans une civilisation qui va tenir compte des personnes et de leurs désirs. Pour autant, la présentation ou même la représentation de la sexualité, le problème, c'est qu'elle va évoluer en fonction des périodes, des temps où on va nous les présenter.
Donc, les choses vont être impactées par une situation, par un moment, par une époque. Ce qui suppose que la représentation que nous nous faisons de la sexualité est de l'ordre forcément de ce qui nous est présenté à l'instant T. Et ce qui nous est présenté à l'instant T, en tout cas pour notre époque, est soumise de toute façon à la chose essentiellement sexuelle, et tout cela dans un seul but de pouvoir sublimer notre imaginaire, sublimer l'imaginaire des consommateurs pour que de plus en plus, ils puissent venir demander et demander encore la sexualité en termes d'actes sexuels. Donc, en plus, la société nous présente la sexualité comme étant un besoin. Donc, si elle nous est présentée comme un besoin, cela va activer forcément un impératif, au même titre que manger, dormir, boire. Si j'ai faim, voir la faim, c'est un besoin primaire. Oui, je vais consommer pour pouvoir rester en vie, tout simplement. Maintenant, j'ai envie de dire, et que cela soit clair, hormis les cas de sexe addict, nous n'avons pas un besoin vital de sexe pour vivre. Ça, il faut absolument que l'on puisse en prendre conscience. D'ailleurs, il y a nombre de personnes qui ont des périodes d'abstinence, que ce soit par choix ou pas, parce qu'ils le subissent, et pour autant, ils n'en meurent pas. Donc, la sexualité n'est pas un besoin. Et on ne peut pas la mettre sur la même ligne que les besoins vitaux, respirer, manger, dormir. D'accord? Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Et toute personne aussi qui serait dans une période d'abstinence, on va se rendre compte que ni leur santé mentale, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ni leur santé mentale, ni leur santé physique ne sont mises en péril. Bien sûr, on va considérer l'influence des hormones. Cela peut faire ressentir une envie prononcée d'un acte génital. Pour autant, il n'y a pas de mise en péril, comme cela pourrait être le cas si je suis privée de ma liberté de respirer. Donc, c'est bien la représentation que nous faisons de la sexualité qui va guider nos discours intérieurs. Et à partir du moment où j'ai un discours intérieur, cela va déclencher une croyance et, in fine, un comportement pour pouvoir correspondre à cette croyance. Maintenant, si nous gardons une représentation purement physique de la sexualité, donc on sera plus dans du plaisir charnel, nous allons en faire un dictat qui va venir renforcer nos croyances, renforcer notre imaginaire. La croyance serait que l'acte sexuel est un besoin. Donc, mon partenaire doit assumer un devoir pour répondre à mes attentes et mes désirs. C'est beaucoup demander à un partenaire de venir combler un besoin. En général, les besoins, nous les comblons nous-mêmes. Si j'ai faim, je vais manger. C'est pas lorsque l'autre, il va manger que je serai remplie. Même si je l'assiste en train de manger. Donc, on comprend très bien qu'il faut sortir cette représentation de notre esprit pour mieux appréhender notre partenaire. Ce n'est pas un besoin. Maintenant, la société, pareil, nous présente la sexualité comme ce besoin, donc, et elle nous la présente sous différentes formes, de manière crue, voilà, où des images vont commencer à nous amener dans un imaginaire. Et tout cet imaginaire va nous amener à anticiper l'acte sexuel selon une représentation très normative en termes de beauté physique. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, taille de sexe, performance en termes de durée. Autrement dit, si l'acte sexuel ne dure que 10 minutes, bon, ben, je ne suis pas dans la moyenne, ça ne va pas. Il y a un problème. Ma femme pourrait me dire, bon, ben, j'ai une amie qui me dit que l'acte sexuel avec son mari dure 1 heure passée.
OK. Oui, c'est possible, hein. Maintenant, si ma représentation du rapport sexuel, de cette relation sexuelle avec mon conjoint est impactée par ce qui m'est présenté par la sexualité, je serai dans une attitude où je veux atteindre une performance. En réalité, pour tous ceux qui s'interrogent, on va dire, sur la moyenne d'un acte sexuel et de la fréquence d'un acte sexuel, en termes de fréquence, les statistiques prouvent que la sexualité, alors d'après ce que disent les hommes, c'est 4 fois par semaine. Et d'après ce que disent les femmes, c'est 2,5 fois par semaine. Donc, libre à nous de découvrir que même là, on ne tombe pas d'accord. Et pourtant, la même femme et le même homme, hein, chacun a une fréquence différente dans la semaine. Ça, c'est une chose. Ensuite, en termes de durée du rapport sexuel, contrairement à ce que pourrait présenter encore la société pour se représenter l'acte sexuel, j'ai plutôt envie de dire que la durée de l'acte sexuel pour les hommes, en tout cas, serait qu'ils puissent considérer cette relation à ce moment-là jusqu'à ce que leur épouse puisse arriver à la jouissance. D'accord ? Et on sait que la femme, elle prend plus de temps pour arriver à la jouissance que l'homme. Donc, la durée dépendrait plus de mon partenaire que de tout stéréotype que l'on pourrait m'avancer. Maintenant, l'équilibre de la relation sexuelle, pareil, contrairement à ce que l'on pourrait véhiculer, tout ce qui pourrait être véhiculé par la société, n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question de durée, ce n'est pas une question de fréquence, parce que vous avez des couples qui n'ont aucune relation sexuelle, on va dire, très fréquente dans la semaine, et pourtant, leur sexualité est épanouie. Parce que l'acte sexuel n'est pas une fin en soi dans la sexualité. Et chacun va établir, on va dire, son besoin et son plaisir, son désir dans la communication, tout simplement. Donc, plutôt que d'aller écouter et voir ce que dit la société, échangeons, discutons avec notre partenaire pour comprendre à quel moment, effectivement, cette personne a du plaisir, du désir, pour que nous puissions, dans une relation sexuelle épanouie, prendre du plaisir tout autant l'un que l'autre. Maintenant, lorsque nous serons conditionnés par la performance, on oublie l'autre. On oublie l'autre parce qu'on a d'autres objectifs en tête. Alors que la relation sexuelle, c'est une symbiose, c'est une fusion, c'est une osmose. Et les deux partenaires doivent être dans cette communication pendant tout le long de la relation où chacun doit pouvoir exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il aurait aimé que l'autre puisse lui faire pour pouvoir atteindre la jouissance. D'accord ? Donc, n'oublions pas la sexualité en termes même de relation sexuelle, et j'aime bien ce terme relation, parce que qui dit relation dit que j'ai appris à connaître l'autre. Il y a un lien entre nous deux. Tandis que quand on va parler de rapport sexuel, en général, quand il y a un rapport, c'est un contrat, voilà, on le fait. Il y a un rapport, je ne te connais pas forcément, mais il y a un rapport sexuel. Tandis que la relation, il y a un travail de connaissance et de reconnaissance de celui avec qui nous sommes dans cette relation sexuelle. Donc, la relation sexuelle, c'est d'abord une rencontre entre deux êtres. Et quel que soit ce que la société pourrait vous faire comprendre ou vous apporter comme information, si elle ne part pas d'un principe que c'est une rencontre avec deux êtres, il pourra en mettre 5, 6, 8, c'est que nous sommes sur de mauvaises représentations de ce qu'est la sexualité. Maintenant, dès qu'il y a rencontre entre deux êtres, cela suppose, dans l'idéal en tout cas, que chacun s'est déjà approprié son propre corps, autrement dit, sa propre sexualité. Chacun de ceux qui se mettent ensemble dans le cadre d'une relation sexuelle a pris la responsabilité de dire « je veux laisser rentrer
telle personne parce que j'aime suffisamment ce corps, je le respecte suffisamment pour qu'il n'y ait qu'un partenaire qui puisse rentrer dedans. Et c'est mon mari. Cela signifie aussi que lorsque je rentre dans une relation sexuelle, je suis conscient de ce que je fais. Je suis lucide que lorsque j'offre ce corps, l'objectif est que celui qui est en face de moi puisse s'engager à respecter le corps qui lui a été offert et que cela l'engage sur un plan éthique, mais également sur un plan moral vis-à-vis de moi. On n'est plus sur une représentation de la sexualité qui est de l'ordre du seul rapport sexuel, comme si le corps n'était qu'une matière à pénétrer. La sexualité ne peut pas se réduire à la génitalité. Et une représentation de la sexualité qui est concentrée sur les organes génitaux, quelque chose de mécanique, si on pense que la sexualité n'est que ça, nous ne faisons que nier sa dimension affective et psychologique. Or, ce sont ces dimensions qui souvent nous amènent à culpabiliser vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes vont privilégier un rapport sexuel qui ne l'engage ni moralement, ni émotionnellement, ni psychologiquement vis-à-vis de quelqu'un. Mais lorsque nous rentrons dans une relation sexuelle, c'est ce tout au-delà de l'espace organe génital qui est présent. Il y a cette symbiose et cet engagement psychologique et moral vis-à-vis de l'autre. Donc, nous entrons dans une activité, lorsque nous sommes dans une relation sexuelle, nous entrons dans une activité intrapsychique, une activité sociale, une activité de relation, de communication, de responsabilité, de densité affective, mais aussi d'amour. Toute relation sexuelle par rapport, pas de rapport sexuel, je dis bien toute relation sexuelle, pour ce que je sais, est une conséquence d'une relation amoureuse. Tout notre affect est mobilisé lorsque nous sommes dans une relation sexuelle. Donc, l'amour doit être le principal qualifiant de cette démarche. Maintenant, dans cette perspective, la sexualité ne peut qu'être sublimée, tant et si bien que nombre de couples heureux dans leur sexualité peuvent parfois se passer de l'acte sexuel. Pourquoi? Parce que toute relation au corps ou encore avec le corps, dès lors que ce corps n'est pas chosifié, va véhiculer de la sensualité et faire sens par rapport à ce que je vis. C'est comme mettre en scène mon essentiel, l'exprimer au-delà des mots, au-delà de l'acte de pénétration. Donc, on comprend bien que la sexualité, c'est se rencontrer. Et quand je rencontre l'autre, il y a le regard qui va jouer un rôle, il y a les mots qui vont également jouer leur rôle pour que l'on puisse fusionner son corps à l'exigence réelle et mature. Et cela suppose que si je rentre dans une relation sexuelle, il y a chez moi cette maturité affective, psychologique et spirituelle, pour que je ne puisse pas simplement généraliser la représentation de la sexualité comme étant une norme que l'on va me donner, que je devrais suivre. Mais c'est bien aller à la rencontre de l'autre, non pas pour découvrir ma sexualité, parce que normalement, c'est fait. J'ai fini avec ça à partir du moment où je rentre dans une relation sexuelle, mais c'est pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre pour construire non plus ma sexualité, mais notre sexualité. Cela suppose que lorsque chacun vient avec sa propre sexualité pour construire une sexualité, il a fait un choix, il a choisi un être. Et les matériaux, j'ai envie de dire, les plus efficaces pour pouvoir construire et solidifier cette relation sexuelle sont l'écoute, la communication et l'amour.
dans tout état de cause, il ne faut pas se voiler la face. La représentation que j'aurai de la sexualité, c'est elle qui va conditionner ma sexualité et mon comportement sexuel. Maintenant, il y a tout plein de limites à une sexualité épanouie. Et c'est souvent ce que nous apporte la société, le prêt-à-porter sexuel, c'est-à-dire que j'essaye, ça va très bien, je prends, ça ne va pas, tant mieux, je lâche. OK? Et c'est du tout fait. Autrement dit, je ne construis rien. La pornographie également, et puis aussi toute cette libération sexuelle que l'on a vu arriver. Mais si nous considérons les différentes façons de montrer la sexualité par les médias, et quels que soient les médias, nous allons voir que les représentations sont souvent esthétiques, et on va mettre les images sur la nudité des femmes ou des hommes. On va les montrer avec une peau lisse, une peau dorée à souhait, sans la moindre imperfection. Et puis bien sûr, la minceur sera un standard. Donc, dans notre imaginaire, si on se projette pour se représenter, on va dire, son partenaire avec lequel on pourrait construire quelque chose, bien sûr, on s'attend à voir face à nous une personne qui a une peau parfaite, une personne mince, belle, une beauté incroyable, et pour les hommes, une musculature qui ferait trembler même une nonne. Mais ça, ce sont les standards, bien sûr. Et ces standards, on est conscient qu'ils ne peuvent pas déterminer notre partenaire sexuel. Donc, c'est bien prendre conscience que ce qui nous est apporté par les médias, c'est du rêve, mais rarement dans une réalité. En tout cas, on ne pourra pas tous les mettre ensemble. Et une autre façon de présenter la sexualité, qui est beaucoup plus agressive, c'est la pornographie. Et j'aimerais m'arrêter un peu là-dessus. Parce que, à travers le dévoilement des corps dans leur intimité et l'exposition même crue des actes sexuels, nous comprenons bien que tout ce qui englobe la sexualité et qui en fait sa complexité, puisqu'elle est quand même sur des dimensions sociales, physiques, psychologiques et spirituelles, on comprend que si on aborde la sexualité selon ce que nous présente la pornographie, la sexualité va perdre son charme, sa beauté et sa complexité. Elle perd ce qui en fait un jeu, un engagement. Or, la sexualité, c'est bien une expression de l'excitation envers l'être aimé, une manifestation de son désir envers l'être aimé, un mélange de plaisir, de sentiments, de sensations, des choses que je suppose que vous avez déjà éprouvées pour les couples mariés. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui appartient à l'ordre du réel, qui est basé sur une rencontre réelle de deux êtres, tant sur un point de vue moral que psychologique que physique. Or, la sexualité qui nous est présentée dans la pornographie n'est pas en fait de la sexualité, mais juste un acte génital ou parfois bestial. Ce n'est pas du réel, parce que maintenant, on va se dire, si ma sexualité, elle est formée, elle est éduquée par la pornographie, sachant que le ressenti et la perception de chaque individu est influencée par ce qu'il voit, ce qu'il entend, on peut comprendre que visionner un film pornographique ou encore lire des ouvrages pornographiques va forcément conditionner mes représentations que je me fais de la sexualité avec un autre. Donc, je vais lui imposer des pratiques sexuelles à cette personne qui n'aurait peut-être pas été éduquée par la pornographie, qui vont surprendre et qui ne seront que de l'ordre
de performance, mais pas de relation sexuelle, pas de rencontre avec un pour construire quelque chose. Maintenant, j'aimerais quand même faire juste un point pour nos enfants. Je suppose qu'il y a des parents parmi nous. Il est important de protéger nos mineurs et nos enfants dans leur développement psycho-affectif et psychosexuel. Il faut éviter qu'ils soient confrontés à des images qui auront une représentation négative de la sexualité. Nous avons donc le devoir impératif en tant que parents de faire l'éducation sexuelle de nos enfants. C'est une chose à ne pas prendre à la légère parce que la facilité avec laquelle notre progéniture a accès à la pornographie représente, qu'on le veuille ou non, une tentation pour eux. Et ils peuvent avoir souvent du mal à résister à cela. Donc, le rôle des parents, c'est de dialoguer avec leurs enfants, de rester ferme et de mettre en garde. Pourquoi je dis que l'accès est facile? Par exemple, il suffit que notre enfant aille sur Internet et qu'il tape le mot chienne ou le mot chatte pour se retrouver pollué par des images pornographiques, alors que peut-être que cet enfant, ou certainement cet enfant, ne faisait qu'une recherche sur l'animal, faire un exposé. Mais ils sont directement pollués par ces images. Et si nous n'avons pas pris la précaution de faire leur éducation sexuelle, la représentation de la sexualité est d'emblée ébranlée et déséquilibrée, rapportant la sexualité à une matière, un objet de désir, et cela va causer des conflits intérieurs qui vont venir les envahir et dont ils auront du mal à décharger, ou en tout cas à contenir la charge émotionnelle pour mieux la décharger. Autre chose, la pornographie, c'est le moyen par excellence pour séparer le sexe des sentiments. Et on a l'impression que c'est normal. J'ai des sentiments pour celle-là, j'ai des rapports sexuels avec celle-là. On ne peut pas avancer et considérer que ce sont deux choses qui sont complètement séparées. Bien encore. Parce que considérer, se représenter la sexualité comme nous l'apporte la pornographie, c'est banaliser une relation sexuelle et ensuite devenir un consommateur qui est dans un rapport, on va dire, purement charnel, qui va chercher à atteindre des performances sur tous les plans que nous avons déjà évoqués. Maintenant, le risque d'être dans cette représentation que présente la pornographie, qui peut être la beauté, le corps, la durée des performances, la taille du sexe, c'est de générer des peurs, mais aussi des complexes au travers de tous ces stéréotypes qui sont véhiculés. Et d'aucuns pourraient, un jeune garçon, pourrait en comparant son corps, la taille de son sexe, commencer à développer tout un tas de complexes qui feront de lui une personne qui ne pourra jamais être épanouie dans sa sexualité. Et pour les filles, pareil. Maintenant, une chose est sûre, hein, tout parent qui refuse de faire l'éducation sexuelle de son enfant, lorsque l'éducation sexuelle n'est pas faite, eh bien, il faut se dire que la pornographie, qu'on le veuille ou non, deviendra la notice et le mode d'emploi pour cet enfant, pour savoir voir quoi faire et comment le faire. Donc, c'est à nous de savoir si nous voulons faire de la pornographie une référence en matière de sexualité pour nos enfants. Dans la sexualité, dans la pornographie plutôt, les conséquences sont diverses. On peut ne pas les ressentir immédiatement, mais ils seront là tôt ou tard. Des problèmes émotifs, des symptômes dépressifs qui sont causés souvent par quoi? La honte, la culpabilité, et aussi tout cela va renforcer une faible estime de soi. La
pornographie aussi peut apporter tout cet isolement social, des problèmes relationnels avec les filles ou encore avec les garçons, des problèmes de santé, des problèmes sexuels tels que les dysfonctionnements érectiles, des troubles du désir. Ne limitons pas les effets de la pornographie, et cela qu'elle soit visuelle, qu'elle soit écrite, qu'elle soit audio. La pornographie ne peut pas être un lieu d'information de la sexualité d'un individu. Parce que, pour résumer cette partie, elle inspire, et forcément si elle inspire, elle va influencer les pratiques sexuelles. Et si elle influence les pratiques sexuelles, elle aura forcément une incidence sur la représentation que je me fais du sexe opposé. Trop de représentation justement de la sexualité est influencée par les modèles pornographiques. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée que la pornographie, que la sexualité est un besoin. C'est la pornographie qui véhicule cette idée. Et s'il y a besoin, il y a nécessité que ce besoin soit satisfait. Et bien sûr, la satisfaction du besoin va venir dès lors que j'aurai consommé. Et puis, le besoin disparaît une fois la consommation effective. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On attend la prochaine manifestation du besoin. Et voilà comment cela va se passer. Donc, c'est comme si j'ai faim. Hein. Quand j'ai faim, si je mange, bon, à partir du moment où j'ai mangé, je ne pense plus à la faim jusqu'à ce que j'ai de nouveau faim. Donc, si la sexualité était un besoin, cela serait triste. Cela serait malheureux parce que cela supposerait qu'entre deux manifestations du besoin, on ne pense plus à l'autre, il n'y a plus de relation avec l'autre. Plus de relation sexuelle, puisque la sexualité n'est pas que génitale, donc dans l'affect, dans tout ce qui va apporter la sensualité, qui ne va pas forcément jusqu'à la pénétration. Mais heureusement, comme nous l'avons vu, la sexualité, c'est un tout qui comprend une relation à l'autre. Mais avant qu'il y ait relation à l'autre, il y a relation à soi. Donc, qui dit relation à soi dit équilibre vis-à-vis de soi. Ensuite, relation à l'autre, désir, communication. Il y a donc une continuité de quelque chose que l'on construit, de quelque chose que l'on bâtit pour une satisfaction commune. Le désir, c'est ce qui fait partie de la relation sexuelle. Le besoin, c'est le rapport sexuel. Donc, nous n'ignorons pas que le désir n'est pas quelque chose que l'on consomme. Autant le besoin, on consomme pour assouvir. Autant le désir n'est pas quelque chose que l'on consomme. Et le désir, c'est la sexualité. Pourquoi? Parce que le désir apparaît lorsque nous n'avons pas, si on le prend de manière très basique, le désir apparaît lorsque nous n'avons pas ce que l'autre a. Et cet autre va nous renvoyer en fait à notre propre manque, en même temps qu'il est celui qui peut combler ce manque. Donc la chose, elle est très complexe quand on va aller vers le désir. Il va créer un manque. Donc, ce manque, on va être représenté, donc il va nous renvoyer à notre propre manque. Et forcément, on va aller chercher l'autre, notre partenaire, pour combler ce manque. Donc, voilà pourquoi la notion de désir dans la sexualité et dans le couple est importante et non pas la notion de besoin. Parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose que je consomme pour combler, mais bien un manque qui ne peut m'être apporté que par l'autre, puisque c'est cet autre qui me fait me rendre compte de mon manque. Autrement dit, si cet autre n'est pas là, puisque c'est lui qui me fait me rendre compte de mon manque, s'il n'est pas là, même si je pourrais dire que je suis dans un manque en termes de relations sexuelles, je ne pourrais pas aller assouvir ce manque avec un autre. Parce que c'est l'idée même que l'autre n'est pas là qui déclenche ce manque. Par contre, si je le considère comme un besoin,
Ben oui, effectivement, le besoin, il va venir là, je vais trouver n'importe qui, et puis voilà, c'est fait, on a consommé, on a mangé, et puis chacun va de son côté. Donc, ce désir, il est vraiment, on va dire, provoqué par l'absence de cet autre-là. C'est lui, c'est vraiment lui ou vraiment elle qui me fait ressentir ce manque. En sa présence, je ne peux pas avoir de manque. En sa présence, je vais pouvoir pleinement goûter à ce plaisir et à ce désir. Donc, dans la satisfaction du besoin, si je vais être dans une satisfaction de besoin, ce qui va se passer, je vais dénier l'autre. Je vais me servir, je suis dans la mise en acte d'une pulsion à soulager, et ça s'arrête là. Dans la notion du désir, du plaisir, je suis plus dans du partage, parce que je vais partager un plaisir que j'ai désiré. Je vais pouvoir prendre plaisir. Et pour prendre plaisir, je dois être connecté, physiquement, certes, mais aussi psychologiquement, affectivement, moralement, à l'objet de mon désir. Donc, voilà, chers amis, ce que je souhaitais aborder avec vous dans un premier temps. Ce qui est important de retenir, c'est que j'ai un devoir de responsabilité vis-à-vis de mon corps. J'ai un devoir d'aimer mon corps pour pouvoir le respecter et que la représentation que je me fais de la sexualité sera directement inhérente à comment je l'éduque et par quoi je m'éduque sexuellement. Voilà pour ma part, pour la première partie, Jean. Donc, je te laisse la parole de nouveau. Merci Darlene. Donc, nous allons nous dispatcher en groupe, hein, donc par groupe de 6, ce sont des groupes où nous serons mélangés. Et nous allons voir ensemble une première question, une première série de questions. Alors, il s'agit de savoir, alors je vous cite la question, croyons-nous que la sexualité soit une base indispensable à l'équilibre d'un couple? Je répète, croyons-nous que la sexualité soit une base indispensable à l'équilibre d'un couple? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je pense que nous sommes tous revenus en salle principale. J'espère que nos échanges ont été fructueux. Et je vous invite, enfin, nous étions combien de groupes? À peu près 5 groupes, 4 ou 5 groupes. Donc, je vous invite à faire un rapport de ce qui a été vu au sein des groupes. Alors, j'étais dans le groupe numéro 3. Dans ce groupe, nous sommes partis du principe, enfin, de la base que la relation sexuelle ne se cantonne pas qu'au coït. Et partant de cela, nous avons vu que c'était comment dirais-je, que la relation sexuelle est indispensable à la vie du couple, puisque en fait, c'est une relation particulière qui se construit. Et comme tout équilibre, cela nécessite différents éléments comme les paroles valorisantes, les cadeaux, le toucher. En fait, c'est un ensemble de choses qui participent au bien-être, qui participent à l'épanouissement, au désir des partenaires. Et que sans tout cet ensemble d'éléments, justement, ben, il arrive que l'acte sexuel, le côté mécanique, justement, n'est pas partagé, puisqu'il y en a un qui aura envie et l'autre, ben, ça ne lui dira rien, puisque tout simplement, il y aura eu un manque qui n'aura pas été comblé. Et du coup, en fait, pour que vraiment que le couple puisse être épanoui, il faut
faut vraiment on va dire que la vie soit assaisonnée de tous ces éléments qui lui donnent de la saveur. Voilà. Alors si le groupe 1 a désigné un rapporteur, ben, nous sommes tout oui pour l'entendre. Le problème, c'est que moi, le groupe dans lequel j'étais, je ne sais, j'ai pas eu le temps de voir quel groupe on était. Idem, j'ai pas vu le groupe que j'étais aussi dedans. Ah, t'as pas vu. Tu te rappelles à peu près de qui il y avait, non? Ah oui, oui, oui. Il y avait Agnès, Marc et Lionel. Bon, bah, on va dire que. Alors, est-ce que tu te désignes pour faire un peu le rapport ou tu bottes en Oui, touche, entre oui, guillemets? il n'y a pas de souci. Il y a pas de D'accord, souci. merci Michel. Alors nous, ce qu'on a senti exactement de notre entretien avec Agnès, Marc et Lionel, moi et Marie-Jo, c'est que la sexualité est indispensable dans un couple. On nous demandait oui ou non. Nous, on estime que oui, mais bien sûr, pour des cas particuliers, oui, si on a effectivement le désir, le plaisir de l'autre, en passant par le respect de la personne. Par contre, on dirait non s'il y a un cas de figure bloquant d'une personne où ça va bloquer. Là, par contre, on va évacuer ça. Euh, on va dire que que la sexualité est indispensable dans un couple, elle n'est pas obligatoirement obligée de passer par la pénétration. Effectivement, non si le rapport n'est pas spécialement sur l'acte de la pénétration. Oui, par contre, parce qu'il peut être par le toucher, le regard, le câlin. Voilà. Ça, par contre, ça en fait partie aussi de la sexualité. Après, effectivement, il faut qu'on se dise que la sexualité, elle doit passer, comme j'ai bien retenu tout à l'heure, ne pas oublier que c'est par le désir-plaisir et non par le besoin. Parce que si on est par le besoin, on est hypocrite, on pense qu'à soi-même et on se dit, ben, ça, oui, on a fini la chose, terminé, j'ai eu ce que je voulais. Et non, ça, c'est pas de la sexualité, ça. Ça, on pense qu'à soi-même et c'est tout. Donc voilà, nous, on en est sorti de ça. On dit oui, quand même, c'est important dans la sexualité dans un couple. Dans la généralité, bien sûr, ça va de soi. Ça va de soi dans la généralité, hein. Mais en faisant attention à tout. Et surtout, effectivement, le côté de la pornographie, tout ça, ça, c'est la pire des choses à effacer totalement et éradiquer parce que ça fausse tout. Ça donne, de toute façon, ça donne de mauvaises images. Ça donne même pas la réalité parce que de toute façon, ce sont des acteurs et ça n'a rien à voir avec la réalité d'une vraie vie épanouie sexuellement. Voilà. Donc, pour nous, oui, c'est important la sexualité et indispensable dans un couple. Voilà. Merci Voilà, Jean. Michel. Merci Michel et à ton groupe. Notre groupe. Ben, je veux bien faire la rapporteuse pour mon groupe. Alors, ben, comme pour le groupe de Michel, on en est venu à la... Alors, il y a eu déjà un avis commun qui a été donné. C'est que la sexualité, oui, c'est vraiment un ciment dans le couple. C'est vraiment un langage à part entière et que les couples en ont vraiment besoin. Après, on a donné une nuance, c'est que la sexualité n'est pas obligée de passer forcément par un coït, par une pénétration, mais qu'il y a aussi plein d'autres moyens d'exprimer cette sexualité, à savoir des attentions, à savoir des câlins, en tout cas des contacts qui sont autres qu'une pénétration entre deux personnes. Donc voilà, parce que on a eu un petit souci au niveau du groupe, mais dans les dernières minutes, voilà, on en est venu à cette conclusion. Excusez-moi. Merci Edline. Le dernier groupe, le quatrième groupe, pardon, plutôt.
Est-ce que tout le monde s'est exprimé? Non, je n'ai pas de retour. Bon, puisque personne ne voulait, devait se lancer. D'accord, Timothée. Donc, dans notre groupe, on est un peu venu à la conclusion qu'on n'aurait pas utilisé forcément le terme indispensable parce que ça paraît comme de dire que c'est un besoin, alors que on a vu ensemble que la sexualité, c'est plus un ensemble. Comme le disait le groupe précédent, ça comprend beaucoup de choses. Le toucher physique et différentes autres sortes de manières de montrer son amour. Et que ce serait plus une cerise sur le gâteau plutôt que le gâteau en lui-même. Même si on est bien conscient que une cerise, ça ne remplit pas le ventre. Il faut qu'il y ait le gâteau avec. Donc, toute la relation a une importance et qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas mettre la sexualité au-dessus de tout, le rapport sexuel au-dessus de tout, mais le laisser à sa place correcte qui est dans l'ensemble du cadeau que le Seigneur a fait, qui est le mariage. Voilà. Merci pour toutes ces interventions. Nous allons laisser la parole à Darlene. Voilà, très bien. Alors, pour pouvoir faire une synthèse de tous ces aspects que vous avez traités et toutes les réponses que vous y avez apportées, je crois que nous commençons vraiment à comprendre ce qu'est la sexualité, puisque je suis intervenue, enfin, j'étais dans un groupe où je les entendais très bien exprimer que la sexualité n'est pas avant tout un rapport sexuel. C'est un tout, c'est une relation. Et ça, c'est beau de l'entendre comme cela, parce que d'autant plus si l'on sait que la femme, au niveau de la sexualité, elle est dans un niveau relationnel. Elle a surtout un besoin de se sentir aimée, elle n'a pas seulement besoin de se sentir désirée. Mais lorsqu'elle va se sentir aimée, l'acte sexuel, elle va y consentir beaucoup plus facilement. Et malheureusement, pour beaucoup de couples, il manque de communication. Et souvent, les hommes vont dire, bon, ben, ma femme, elle n'aime pas faire l'amour. Autrement dit, toutes les femmes aiment faire l'amour, sauf la sienne. Bon, c'est vraiment dommage. Il suffit simplement de pouvoir communiquer et de comprendre en fait que la sexualité n'est pas qu'un acte. Et puis j'ai terminé, je passe à autre chose. La sexualité, en fait, c'est tout ce que je vis au quotidien avec ma femme, avec mon mari. Je dois me sentir aimée en tant que femme et ça sera beaucoup plus facile de consentir à l'acte sexuel. Et donc les hommes, n'hésitez pas à vous exprimer, à exprimer votre amour pour votre femme. Et si vous avez l'impression qu'elle prend du recul par rapport à l'acte sexuel, je vous promets qu'il s'agit simplement de changer dans la communication, parce que la femme, elle est vraiment relationnelle en termes de sexualité. Et beaucoup d'éléments, beaucoup de barrières vont tomber si vous appréhendez vraiment la sexualité selon le regard de la femme. Les hommes sont beaucoup plus mécaniques. C'est normal, c'est leur fonctionnement. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir tout un discours pour pouvoir avoir une érection, ce qui n'est pas le cas de la femme. Donc, c'est vraiment une question d'osmose, de communication. Et pour qu'il y ait désir d'aller vers l'autre et de rentrer selon la communication de l'autre, il faut qu'il y ait amour. Il faut qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait confiance en son partenaire pour pouvoir construire quelque chose de beau. Et ainsi, le bonheur de l'autre va devenir en fait une référence pour la réussite de l'acte sexuel. Il n'y aura pas d'un côté un qui se donne et l'autre qui prend. Il y aura vraiment deux personnes qui se donnent pleinement pour quelque chose de beau et de merveilleux. Voilà, si je devais faire une synthèse,
par rapport à la relation sexuelle, tout simplement. Et voilà, par rapport à la question. Donc, de toute façon, la sexualité, que ce soit sur un plan purement mécanique ou que ce soit sur un plan psychologique, est un socle indispensable pour pouvoir construire l'édifice de son foyer. S'il n'y a ni acte sexuel, ni cette impression de se sentir aimé, ni parole, ni relation, la relation, elle va s'écrouler. Donc, la sexualité, c'est vraiment un socle indispensable pour construire une relation sur de bonnes bases. Voilà. Par rapport à la première partie, Jean, maintenant, il est 19h34. Et j'ai cru comprendre qu'on devait terminer à 19h30. Salut! Ah oui, effectivement, le temps passe très vite. Ou sinon, alors je ne sais pas si ça vaut la peine de faire très vite, ou sinon ne pas du tout aborder le sujet. Ok, très bien. Donc, si ça a été clair, moi je voudrais juste vous laisser avec cette vision. C'est vraiment se dire que l'acte sexuel prend tout son sens. Lorsque nous ne le considérons pas comme un moyen pour pouvoir résoudre une tension ou satisfaire une pulsion, mais que nous rentrons dans une relation sexuelle pour bien communiquer, mieux communiquer, échanger et partager. On n'est pas auto-centré. Et la sexualité va évoluer comme un don de soi et de partage avec l'autre. Et ainsi, forcément, s'il y a don de soi, s'il y a partage, il y a plus de plaisir parce qu'il y a toujours plus de plaisir à donner qu'à prendre. Et voilà, le bonheur, il va devenir effectif dans cette relation sexuelle avec son épouse ou avec sa femme, son mari. Mais c'est surtout aussi tenir compte du fait que le désir de la femme, il va s'exprimer différemment de celui de l'homme. Tout simplement parce que les attentes de la femme sont différentes de celles de l'homme. Okay? Différentes ne veut pas dire contraire. Ce sont deux attentes complètement différentes qui peuvent simplement être comblées lorsque l'on va prendre le temps d'écouter son partenaire nous exprimer ce qu'il attend de la relation sexuelle. Donc, mesdames, n'hésitez pas à exprimer clairement à votre mari ce qui vous fera plaisir, ce que vous attendez d'eux. Et les hommes ont besoin de voir, donc ne vous cachez pas non plus dans le noir. Voilà, la représentation que vous allez faire, c'est votre intimité, c'est votre chambre, c'est votre mari, c'est votre femme. Discutez, échangez et dans le respect de l'un et de l'autre, prenez du plaisir pour vous épanouir, non seulement dans la chambre, mais également dans votre vie sexuelle. Oh. Donc, je vous invite à incliner la tête. Et Joanne, si tu veux bien, tu vas prier pour nous, s'il te plaît, merci. Pas de souci. Inclinons nos têtes. Dieu trois fois saint, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous venons te remercier. Parce que toi qui es le Dieu amour, tu as créé la belle chose qui est la sexualité. Et ce soir, tu veux nous rappeler, Seigneur, que la sexualité n'est pas juste un acte, mais ce sont plein de petites choses qui permettent à l'autre d'être heureux. Mais comme nous le savons, celui qui donne reçoit. Donc, quand mon partenaire est heureux, alors moi aussi, je le suis. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Malheureusement, le péché perturbe nos relations, met du brouillard dans celles-ci et désoriente
le bonheur que tu veux nous donner, Seigneur. Si nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu par manque de connaissance, nous voulons te demander pardon. Merci, Seigneur, de nous permettre de voir les choses comme toi tu le désires. Merci d'avoir instauré la famille. Merci d'avoir instauré les couples, Seigneur, afin de pouvoir vivre le bonheur que tu vis au ciel dans ta grande famille. Apprends-nous, Seigneur, à te ressembler et surtout que ce que nous entendons ce soir ne puisse pas rester juste dans nos mémoires, mais que nous puissions les faire, que ce soit des actes, que nous puissions agir dès maintenant, que nous puissions apprendre à parler à nos époux, apprendre à parler à nos épouses, leur offrir des choses pour découvrir le langage de l'amour, Seigneur. C'est par ton Saint-Esprit que nous arriverons à faire tout cela et puisse être avec toutes les familles qui sont représentées sur cette plateforme, non seulement les personnes en couple, mais nous pensons aussi aux personnes célibataires qui sont à la recherche, que tu puisses aiguiller leur choix. Nous pensons aussi à des personnes qui sont en train de se fréquenter, que tu puisses être le socle de leur fréquentation et que leur fréquentation puisse être bâtie sur toi, Seigneur, qui ne défaille ni à gauche ni à droite. Que cette fin de journée puisse bien se passer sous ton regard béni. Nous voudrions aussi prier pour Darlene, pour son ministère, pour sa vie familiale, pour sa profession, que tu puisses continuer à la bénir et à la guider, que ton Saint-Esprit puisse l'éclairer, qu'elle continue à nous parler des choses merveilleuses que tu as mises pour nous. C'est au nom puissant de Jésus que je t'ai prié et pour l'amour de son nom. Amen. Amen. Notre moment s'achève. Merci beaucoup Darlene pour ta disponibilité, pour tes conseils, pour ta présentation, pour ces freins que Dieu t'a permis de retirer pour que nous puissions vraiment construire ou reconstruire sur des bases que Dieu demande. Merci également à chacun d'entre vous pour avoir pris ce temps pour discuter, pour écouter et puis pour partager également ensemble. Notre programme s'achève, donc les départements liturgie et famille vous remercient de votre présence et vous souhaitent de passer une agréable soirée. Bon après-midi et bon week-end pascal qui s'achève. Voilà. Merci à tous pour votre participation. C'est un réel plaisir. Bonsoir et à bientôt alors. À bientôt. À bientôt. À bientôt.